Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à Kaina TV, votre média citoyen. Merci de nous rejoindre dans cette émission consacrée à Montpellier, capitale européenne de la culture 2028. Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook de Kaina TV. Vous pouvez déjà commencer par partager ce live pour que beaucoup de monde nous rejoigne pour cette belle émission. Montpellier l'a surdoué. J'espère que bon nombre parmi vous avaient déjà entendu parler de ce nom, ce surnom qui reflète l'immensité du patrimoine culturel de la ville. Alors, je peux dire que depuis un petit temps, le maire de Montpellier, M. Michael Delafosse, s'est lancé dans une nouvelle aventure avec la ville de Sète, celle de devenir la capitale européenne de la culture. Le maire de Montpellier est aussi le président de Montpellier Méditerranée Métropole. Disons que c'est à peu près 142 communes qui portent cet immense projet. Dans cette émission, ici, dans le studio de Kaina TV, nous allons essayer de comprendre la notion de la capitale européenne de la culture et comment les acteurs et actrices des quartiers populaires sont impliqués, comment ils peuvent être impliqués dans ce projet d'envergure. On abordera aussi que pourrait apporter ce projet à la ville de Montpellier et aux quartiers populaires. Nous allons aussi discuter de l'appel à projet qui a été lancé par la ville de Montpellier dans le cadre de cette initiative. Alors, pour répondre à nos questions, nous avons parmi nous, monsieur le directeur artistique de Montpellier 2028, monsieur Nicolas Diebourg, qui nous fait l'insigne honneur d'être ici. Merci pour votre présence. Nous avons aussi les associations, les acteurs, les actrices, porteurs de projets innovants qui jouent un rôle important dans le rayonnement de Montpellier et toutes les entités engagées dans ce projet. Monsieur Frédéric Tari, qui est musicien et coordinateur adjoint du Forum des Arts du Monde basé à La Paillade, accompagné aujourd'hui par son collaborateur, monsieur Benilde Foucault. Nous avons aussi Iltou, artiste du quartier. Merci, merci d'être là. Ça nous fait plaisir. Nous avons aussi Didier Théron, de la compagnie de danse basée à La Paillade, que nous allons essayer de découvrir dans cette émission. Nous avons aussi Fanny Anjalbert, qui est bien là aussi, la seule femme qui nous fait l'honneur d'être présente ici. Elle est la coprésidente de l'association ADEMAS, Association pour le développement de la mixité artistique sociale et des solidarités à Figueroles. Et aussi, bien évidemment, ils sont porteurs du projet Quartier Capital que nous allons essayer de découvrir dans cette émission. Et pour finir, nous avons monsieur Stéphane Hernandez de l'association Capgeli Figueroles. Merci d'être là. Alors, je pense que je vous ai déjà dit merci, mais une fois encore, merci d'être présent, ça nous fait vraiment plaisir. Nous allons commencer avec vous, monsieur le directeur artistique, monsieur Nicolas Dibourg. La capitale européenne de la culture, qu'est-ce que c'est? D'où vient cette notion? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur ce que c'est? Les capitales européennes de la culture, c'est un ancien projet de l'Union européenne qui a plus de 40 ans aujourd'hui et qui avait pour ambition en fait de montrer à quel point des villes, donc ça a été d'abord des grandes villes, Athènes, Paris, etc. Et après ça a été des villes plus modestes partout dans l'Union européenne, surtout quand l'Union européenne s'est élargie. Donc ça a été de montrer comment des villes pouvaient à un moment donné incarner l'ambition européenne et montrer comment la mobilisation des acteurs culturels, des artistes, etc., pouvait donner une énergie. Alors souvent, ça a été au début des signaux dans le domaine de la pacification, la réunification Est-Ouest, des choses comme ça. Et puis petit à petit, le projet des capitales a évolué, notamment dans la question de la transformation urbaine. Et on a eu des grands projets, par exemple en Europe de l'Est, où le projet de capitale a permis de transformer des quartiers, a permis de modifier même des questions de transport, de mobilité, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une troisième phase et on aura l'occasion d'en parler dans cette émission. D'accord. Bon, comme je l'ai dit dans cette émission, dans l'introduction, vous êtes le directeur artistique. Bon, c'est quoi être un directeur artistique? C'est quoi votre rôle? Qu'est-ce que vous faites concrètement?
Alors, qu'est-ce que fait? Alors, déjà de dire qu'aujourd'hui, on est candidat, hein. Montpellier est une ville candidate. Il y en a 9 autres en France. Et il faut savoir que le titre de capitale européenne de la culture sera partagé, hein, avec une ville de la République tchèque. Ok. Elles étaient 4 sur la ligne de départ. Elles sont 2 aujourd'hui en shortlist, c'est-à-dire la phase numéro 2 qui va permettre de départager, hein, un gagnant. En France, on est toujours dans la phase numéro 1, 9 villes candidates. En 2023, on va passer entre 3 et 5 villes sur la shortlist. Et puis en 2024, on aura enfin le nom de la ville lauréate. Donc, qu'est-ce que fait un directeur artistique là-dedans? En fait, il prépare un dossier qui a pour but de convaincre un jury composé de 12 personnes, 10 Européens et 2 Français. 2 Français désignés par le ministère de la Culture et 10 qui vont être désignés par les instances européennes, la Commission européenne, le Comité des régions, le Parlement, etc., etc. Donc c'est un dossier qui est un dossier extrêmement technique, 6 chapitres, des questions qui vont de l'artistique à la stratégie, en passant par les questions financières, ressources humaines, pérennisation des installations, etc., etc. Donc c'est un dossier qui est très technique. Okay. Et ce que j'essaye de faire, moi, en tout cas, c'est la mission qui m'a été confiée, c'est de mettre en récit tout ça. C'est de quelle est l'unité, quel est le récit que Montpellier a envie d'adresser à ce jury en disant, nous, si on a une identité montpelliéraine à défendre ce jour-là, qu'est-ce qu'elle peut être? Comment l'expliquer en peu de mots, hein, 60 pages dans lesquelles on est censé décrire énormément de choses, et puis un oral qui va durer 1 heure en anglais. Et il va falloir expliquer quasiment 6 ans ou 7 ans de travail en même pas 1 heure. Donc vous imaginez que le travail d'un directeur artistique dans tout ça, c'est d'opérer des synthèses, d'élaguer, de couper, et tout ça en essayant de maintenir, ou en tout cas de donner du sens. C'est un Vous êtes sacré comme défi. le chef d'orchestre de tout ça. Oui, un chef d'orchestre qui a pour but d'épurer une partition. On n'est pas encore dans la phase de création, Okay. on est plutôt dans la phase où on écrit le squelette de ce que pourrait être le projet, et après on verra dans un deuxième temps quels sont les musiciens, quelles sont les œuvres qu'on a envie de jouer, où est-ce qu'on a envie de les jouer, etc. On n'est pas encore dans ce degré de détail, on est vraiment dans l'architecture, les dessins d'architecture. D'accord. Alors, avant de passer aux acteurs et aux actrices qui sont ici avec nous, je vous pose une dernière question. Pourquoi Montpellier a décidé de porter sa candidature au titre de la capitale européenne de la culture? Et quelles sont les motivations, quelles sont les raisons qui ont poussé Montpellier à candidater? Alors Montpellier est une ville extrêmement culturelle. La plupart des villes qui candidatent au titre de capitale européenne de la culture, souvent elles l'ont fait pour des raisons qui étaient de muscler leur politique culturelle, en se disant ça va être l'occasion d'en faire un petit peu plus. Un des autres prétextes de candidater, c'est de dire on est un peu une ville en déshérence, on est une ville où la population s'en va, et donc comment faire pour retenir, comment faire pour être attractif. Nous, Montpellier, en fait, on a les problèmes exactement inverses, c'est-à-dire qu'on est très attractif et donc on est dans une ville qui connaît une croissance démographique depuis des décennies et qui est appelée à connaître une croissance démographique pour les décennies à venir. Et on est une ville où on a une politique culturelle très riche. Mais cette politique culturelle, elle a été bâtie en gros dans le début des années 80 et après ça. Et elle a été construite à un moment où la ville n'était pas aussi grande. Non seulement la ville de Montpellier, mais surtout tout ce qui est dans le pourtour montpelliérain. Et l'ambition en fait qu'on a voulu porter, ça a été une ambition sur laquelle on se dit comment faire un projet à l'échelle de 140 communes, pas juste Montpellier, c'est Montpellier, Sète, Agde, Pézenas, Lunel, etc. Oui. Quasiment 1 million d'habitants, 6 communautés d'agglo, métropole, un département, une région, donc c'est un maxi projet qui réunit énormément de gens, en se disant finalement qu'aujourd'hui, chacun a sa petite politique culturelle ou sa grande politique culturelle à un endroit. Comment faire pour fédérer tout ça? Comment faire pour aujourd'hui relier
des habitants qui peuvent être assez éloignés les uns des autres, hein, parce que aujourd'hui, si vous voulez aller voir un spectacle à Sète et que vous habitez à Montpellier, ça va poser des questions de mobilité. Si vous habitez à Agde et que vous voulez aller voir quelque chose à Lunel, souvent vous regardez sur l'application Waze le temps de trajet qu'il va y avoir et vous dites peut-être qu'une heure et demie ou 2 heures de voiture, ça va être compliqué. Donc il y a plein de freins en fait qui se sont ajoutés, questions de tarifs, des questions de mobilité, etc. Et l'ambition de la capitale, ça a été de se dire, affrontons cette complexité, en se disant, oui, notre territoire, il a muté, et donc notre politique culturelle doit muter avec le territoire. Donc pourquoi on s'appuie là-dessus? C'est parce qu'on a envie de le faire très vite, très fort, et on espère qu'on va être retenu pour pouvoir être un modèle de ce que peut être une nouvelle politique de la culture en France et en Europe en 2020. D'accord, on reviendra envers vous pour avoir plus de précisions sur quelques points encore. Mais maintenant, on va donner la parole à nos invités. Et on donne la parole à une femme, parce que c'est elle quand même la seule qui est parmi nous. Donc, on va donner la parole à Madame Fanny. D'abord, il faut vraiment nous parler de votre association, ADEMAS. Qu'est-ce que vous faites et quelles sont les activités que vous menez dans le cadre de votre association? Ok. Donc, ADEMAS, c'est une association culturelle à vocation sociale, solidaire et citoyenne. C'est-à-dire qu'à travers des projets culturels, on essaie de favoriser le vivre ensemble et les interrogations aussi sur notre société. Donc on est très implanté dans le quartier Figueroles-Gély, où on porte un projet culturel de territoire qui s'appelle la Grande Parade Métèque, qui interroge l'interculturalité et les migrations à travers des projets artistiques tout au long de l'année, beaucoup de projets dans les écoles, les centres de loisirs, dans l'espace public, et un festival éponyme qui dure 4 jours dans ce quartier et qui se construit en fait tout au long de l'année avec les habitants et les structures partenaires, puisque voilà, une de nos modes d'action, c'est vraiment de travailler en co-construction avec un champ élargi de l'action culturelle, avec les écoles, avec les centres sociaux, avec les habitants, bien évidemment. On porte aussi un petit tiers-lieu interassociatif dans ce même quartier. Et voilà, donc on est une association culturelle qui est dans la tradition de ce qu'on appelle l'éducation populaire et qui défendons une vision aussi des politiques culturelles et la culture qui s'inscrit dans la lignée des droits culturels. Donc aussi de partir du postulat que la culture, elle est partout et qu'il faut aussi faire du lien entre la création artistique et les cultures des territoires, des habitants. C'est vraiment un de nos postulats qui traverse, on va dire, toutes nos actions. Et c'est vrai que du coup, on a voulu présenter un projet dans le cadre de cette candidature en se disant qu'est-ce que nous, association ADEMAS, on voudrait défendre dans le cadre d'une telle candidature. Et on s'est dit, cette candidature, pour qu'elle soit réussie et à terme pour qu'une capitale européenne de la culture porte des traces dans la longueur sur les territoires, parce qu'on le sait, il y a des capitales européennes de la culture qui sont des fois des gros moments de visibilité, d'attractivité, mais qui derrière pour le territoire ne permettent pas de changer un peu le mode d'action. Donc on a espoir que cette candidature puisse le permettre. Du coup on s'est dit que c'était important aussi de travailler à l'échelle des quartiers et avec ces méthodologies qu'on défend de participation des habitants dans les projets culturels, dans la lignée de ces droits culturels qu'on défend. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous voulez que je présente tout de suite le projet qu'on porte dans le cadre de cette candidature. Après, on reviendra sur ça. Bon, je donne déjà la parole aussi à vous. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de votre association? Je pense que vous êtes dans votre association, c'est Cap Gély. Donc, parlez un peu Cap Gély Figueroles. Parlez-nous un peu de votre association et ce que vous faites. Nous, c'est un peu l'inverse de ce qu'a fait Fanny. C'est-à-dire, nous, on est parti du social pour faire de la culture après. Okay. Donc, à la base, Cap Gély, c'est une association de quartier qui a but social pour faire des sorties pour les jeunes, sorties socio-éducatives, sportives et culturelles aussi. Puis on s'est dit, la communauté gitane fait partie du patrimoine de la ville de Montpellier. C'est une communauté qui est discriminée, qui est un peu mise de côté, et comment la mettre en valeur? Donc comment la mettre en valeur? Par la culture et par la musique. On sait très bien qu'aujourd'hui, des personnalités comme Manitas de Plata, qui a sa statue sur le parvis de la mairie, les Gypsy Kings ont fait connaître la ville de Montpellier dans le monde entier. Donc comment se servir aujourd'hui cet atout, comment on apprécie la culture gitane, c'est par la musique. Donc de là est venue l'idée de ce grand festival, Mosaïque Gypsy Bohème, qu'on a créé il y a 2 ans. Nous allons en parler largement dans cette émission, ne vous inquiétez pas. Donc c'est pour cela qu'on s'est dit aujourd'hui la culture pour ouvrir cette communauté et pour la faire apprécier par d'autres moyens. D'accord. Alors maintenant, je ne sais pas si vous avez envie de rapper ou pas, mais bon, nous avons un artiste de quartier parmi nous qui va essayer aussi de nous dire ce qu'ils font.
On tourne vers toi, Iltou. Parle-nous un peu, Iltou, qu'est-ce que vous faites? Tu es artiste du quartier. Donne-nous un peu plus de détails parce que vraiment, on a envie de savoir beaucoup de choses sur vous. Bonjour à tous. Moi, oui, je suis un artiste du quartier. J'ai grandi, je suis né ici. Mais je travaille en tant qu'agent de développement social à la Maison pour tous, qui est pas très loin d'ici. Là, on est voisins avec Kaina. Ok. Et ouais, le but, c'est de faire interface avec les habitants du quartier, de leur présenter un peu la Maison pour tous, qui est assez récente. Et en même temps, j'ai un atelier qui est poésie urbaine, c'est un atelier rap. Ok. Donc j'ai mes deux élèves qui sont là, et j'en ai d'autres aussi. Ouais, on va rapper après. On va rapper après. Rapper, je sais pas, c'est sortir le gros chèque sinon. Et voilà, le but, ouais, c'est de promouvoir cette musique qui est souvent dénigrée, qui est le rap. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est la musique la plus écoutée de nos jours. On fait partie du patrimoine culturel français. Ok. Au-delà de Montpellier, le rap. Et voilà, moi j'essaie de transmettre mon amour de la musique, mon amour des rimes, mon amour de la Et poésie. quels sont les messages que tu véhicules à travers ton rap? Divers et variés. Des messages plus ou moins politiques, il y a des messages d'amour, il y a des messages de fraternité. D'accord. Voilà, c'est Bon, message si tu veux d'espoir. rapper pour moi, il faut rapper l'amour, hein, parce que la politique, bon, pas, il faut rapper l'amour. Moi, je préfère ça. Alors, Tout est lié, que tu le veuilles ou non. d'accord. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, nous avons aussi Monsieur Frédéric Tari. Hein, et vous savez, on dit souvent que la musique, ça adoucit les mœurs. Nous avons Monsieur Frédéric Tari qui est accompagné avec de son collaborateur. Vous parlez-nous aussi de votre association, le Forum des Arts du Monde, c'est ça? Parlez-nous un peu de ça. Oui, donc on est venu en nombre avec mon ami et collaborateur Bénédicte Foucault. Oui. On est, nous aussi, établis sur le territoire de la Mosson. On a appelé la Paillade. C'est une structure très ancienne, enfin qui a 35 ans d'existence, qui est établie sur ce territoire depuis lors, qui est issue d'une association fondée par un certain Fethi Tabé, que certains connaissent ici, qui est musicien d'origine algérienne, qui est un initiateur, un créateur de beaucoup de projets et qui intervient depuis toutes ces années pour au départ promouvoir à travers la musique et les formes d'art du spectacle une certaine façon d'être et de créer ensemble. Et de fil en aiguille, à travers des voyages qu'on a conduits depuis très longtemps dans le monde, avec différentes formations pour monter des spectacles d'envergure, un peu partout vraiment sur les 5 continents. On a eu vraiment beaucoup de rencontres différentes avec des artistes, mais aussi des structures qui nous ont inspirés. Et à la fin des années 2009, oui, donc on me fait signe de... Ok, le micro ne fonctionne pas. Le micro, il est allumé. Est-ce qu'il est bien allumé? Bonne question. Oui, Oui, je pense que si. ok. On va donner un autre micro là. Tu pouvais en garder 2, donc ça te fait 2 micros. Là, on va t'entendre bien. Donc, oui, on continue. Je poursuis sur la lancée. À la fin des années 2009, à travers toutes les rencontres qui ont été faites, l'idée forte est venue de créer un centre culturel à partir de cette structure, donc qui agissait notamment sur ce territoire et qui, depuis longtemps, avait des passerelles avec des artistes du monde, qui faisaient venir des artistes et qui en envoyaient dans le monde un peu partout. Donc, en 2009 s'établit le Centre culturel international Musique sans frontières, dans des locaux qui sont sur le territoire, pas très loin d'ici, à 2 pas de la Maison pour tous Louis Feuillade, du centre social CAF, vraiment au cœur du territoire. Et on a souhaité être dans un pied d'immeuble pour conduire ce qu'aujourd'hui on appelle un travail de médiation. Voilà, c'est un terme qui est entendu, mais qui ne l'était pas autant à l'époque, parce que le constat qu'on faisait, c'était que beaucoup d'habitants de ce territoire ne passaient pas la porte, ne serait-ce que des structures culturelles qui étaient pourtant faites pour eux, des maisons pour tous, des théâtres et d'autres lieux. Et on a voulu donc s'installer au cœur
de l'habitat en pied d'immeuble pour vraiment faire ce lien et faire en sorte que voilà, ces gens se mélangent et aillent pousser la porte des choses qui étaient faites pour eux véritablement. Et très récemment, pour finir, nous avons été dotés de locaux supplémentaires. Donc le premier site continue à exister. Il y a toutes sortes de choses, des capacités de lieux d'accueil, studios d'enregistrement, salles de répétition et ainsi de suite. Et puis nos locaux administratifs sont installés maintenant à 2 pas du site de tournage, près de Caïna, sur l'avenue d'Aldehelberg, en face du parc Sophie Desmarais, et tout proche de nombreux acteurs. Donc pour finir avec ça, la vocation de la structure, c'est vraiment de créer des passerelles avec le monde, de permettre à toute personne qui a affaire aux rencontres que nous mettons sur pied, de s'intéresser à des cultures extrêmement diverses. Charge à nous de faire venir des artistes et des intervenants des différents coins du monde. Et les rencontres sont extrêmement variées pour nous. Ça va de simplement observer ce qui se fait en termes de production artistique ou culturelle, à participer à des ateliers de sensibilisation, de création. D'accord, etc. d'accord. On reviendra, vous allez nous dire quelles sont vos activités, les activités que vous avez réalisées. Vous avez aussi dit que vous avez fait le tour de plusieurs pays, vous allez nous en parler, quels sont les pays que vous avez visités, qu'est-ce que vous avez fait. Mais en attendant, nous avons aussi quelqu'un qui vient d'une compagnie de danse. Parce que bon, on ne peut pas chanter sans danser, donc il faut aussi danser un peu. Nous avons Didier Théron qui est avec nous, avec la compagnie de danse Didier Théron. Parlez-nous un peu de cette compagnie, s'il vous plaît. Alors, je suis sur la Payade depuis pas mal d'années. Je suis installé dans le mas de la Payade, dans le cœur de la Payade, qui est à 2 pas d'ici. C'est le cœur de la Payade, puisque ce bâtiment, c'était la ferme de la Payade, le mas. Et je suis là depuis assez longtemps, mis là par Georges Frêche et Dominique Bagoué, qui était le premier directeur du centre chorégraphique. Avec Georges Frêche, ils ont décidé de me proposer de venir là, dans un lieu qui était un lieu assez improbable, au-dessus du théâtre Jean Villard. Il n'y avait rien. Ok. Et on s'était installé là, ma compagnie était assez jeune et on a commencé à travailler. Moi, je suis une compagnie de danse professionnelle, contemporaine, artiste. Je travaille sur les créations. Je travaille sur les créations. Avec ces créations, j'ai fait un peu le tour du monde. Je continue d'ailleurs à faire ça. Et en étant là, j'avais pas mal d'amis à cette époque-là qui étaient instituteurs dans le quartier. Voilà, parce que j'ai eu un parcours un peu avant de devenir danseur autre. Et j'ai toujours fait un travail avec les écoles. J'ai commencé comme ça m'intéressait ce lien. Et on a développé en même temps que la compagnie, on a développé un lieu et on a développé ce lien au quartier. Voilà. Et je pense que ce que je trouve intéressant, pour en revenir, parce que j'aimerais bien qu'on parle de ça, je trouve que l'intérêt de Montpellier, capitale européenne de la culture, c'est qu'en fait, il y a une grande expérience de la culture à Montpellier. C'est ça que je crois. Pour moi, en tout cas, c'est qu'il y a une grande expérience. C'est ce qu'a dit les directeurs artistiques aussi. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs de la culture qui ont... Moi, je connais des danseurs et des chorégraphes et des gens qui ont des parcours, en tout cas dans le monde de la danse, qui étaient très fouillés. Je veux dire, on a eu un chorégraphe qui s'appelait Dominique Bagoué, qui était un des plus grands chorégraphes français et qui le sera et qui l'est toujours. Bon, il est décédé certes, mais qui a créé une œuvre remarquable. On a un festival de danse qui a amené à Montpellier les plus grands chorégraphes mondiaux, mais qui a aussi pas simplement des spectacles en tant que spectacle, c'est-à-dire c'est un bon spectacle, c'est un mauvais spectacle, c'est des tendances, des courants de l'art contemporain qui sont fondamentaux, qui sont passés à Montpellier. Et je pense que la force de Montpellier, c'est cette histoire, cette expérience qui est accumulée chez beaucoup d'acteurs de ce territoire, et qu'on va pouvoir aujourd'hui, avec ce projet, peut-être mettre à profit et faire en sorte que tout ça aille encore plus vers les gens. En plus, je dirais aussi que je pense que le moment où on crée cet événement,
il est important. Je veux dire, la situation économique aujourd'hui qu'on connaît, le quartier, moi je le connais, je l'ai connu il y a 10 ans, 15 ans, je le connais aujourd'hui, je vois, je sais, j'y sens aussi, entre guillemets, cette paupérisation, mais pas que dans celui-là. Et je pense que la culture peut avoir un rôle très important si effectivement on change. On change les principes des années 80 où on a construit les grosses machines de la culture, et si aujourd'hui on fait différemment. Et je crois que tout le projet, peut-être qu'il est derrière ça, l'intérêt du projet il est là. Donc voilà, moi je voulais dire ça. Après, voilà, mon expérience avec la compagnie sur le terrain et la danse à la paillade, je trouve que c'est fondamental. L'image du corps à la paillade, il y a énormément à faire. Je le vois avec les gamins, je le vois avec le rapport des filles et des garçons, je le vois avec les parents qui regardent ça, je le vois tout le temps. Comment la question du corps à la paillade, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose que je défends depuis longtemps. Et voilà, je suis très heureux d'être là avec ce projet. Merci. Celui qui arrive. Merci. Danser avec son corps et tout. En tout cas, vous allez nous en parler un peu plus en détail, on verra. Vous voyez, monsieur Nicolas Dubourg, qui a une immensité de richesses culturelles, comme vous l'avez déjà dit. Quand vous voyez tout ça, qu'est-ce que cette richesse culturelle, cette diversité de cultures, qu'est-ce que ça peut apporter de bien à Montpellier et à tous les quartiers populaires qui sont engagés, qui se battent corps et âme pour ce projet, ce tir de capitale européen de la culture. Qu'est-ce que ça peut apporter, cette diversité culturelle? Ça a été une grande question, cette question de la diversité culturelle. Qu'est-ce que c'est que la diversité culturelle et qu'est-ce que c'est, par exemple, puisque là, encore une fois, on parle de la question de capitale européenne de la culture. Donc, il y a la diversité culturelle qu'on pourrait appréhender à l'échelle de Montpellier, mais il faut vraiment l'appréhender à l'échelle européenne. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire une identité culturelle aujourd'hui? Et souvent, quand on va regarder ce prisme-là, notamment sur une échelle continentale ou internationale, on va voir surtout l'identité culturelle à travers des questions de nation ou de nationalité et des questions de religion. Et quand on est sur un bassin de vie, ces imports de prisme identitaire nous impactent au quotidien. Et on connaît les difficultés qui sont liées à cette question-là. Mais nous, ce qu'on a eu envie de dire, finalement, c'est qu'est-ce qui, dans les identités de chacun, pourrait nous avoir échappé. Et donc, on est parti, je vous donne un exemple, sur la question de... une des thématiques, ce sera l'eau qui nous relie. Qu'est-ce que c'était pour nous ce programme-là? Ça a été de penser que si on prend un cours d'eau, le Lez ou la Mosson, il y a des populations qui vivent le long de la Mosson ou qui vivent le long du Lez, qui est la même rivière. Mais si vous êtes au Pic Saint-Loup et que votre activité principale, c'est par exemple de faire du vin, d'être viticulteur, vous allez avoir un rapport à l'eau et au Lez qui sera radicalement différent de si vous vivez sur les étangs et que votre métier, c'est de faire pousser des huîtres ou si vous êtes pêcheur. Oui. Et donc, on peut voir que notre identité est souvent liée aussi à la profession en fait, qu'on a. Et comment notre profession, notre activité artistique, notre rapport au paysage, notre rapport à notre quotidien, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien? Quand on rencontre quelqu'un, c'est rare qu'on lui dise « c'est quoi ta nationalité ?» On lui dit « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et là, on va parler de son métier et on va parler de ses pratiques. Donc nous, on est parti de là en se disant « c'est quoi un territoire ?» Quand on le vit à échelle horizontale et à échelle humaine, eh ben, on va rentrer dans nos identités, on l'espère, dans un endroit qui est peut-être un peu moins compliqué et voir qu'on peut se relier les uns aux autres par des endroits qui sont différents en fait. Donc cette question-là, c'était de dire qu'il y a une diversité d'identité et que nos diversités ne sont pas forcément là où on croit et qu'on peut être très différent même si on est entre guillemets de la même religion ou de la même nationalité et que finalement entre un pêcheur et un viticulteur, des fois il y a un monde qui les sépare et qu'ils ont beau se dire qu'ils sont les mêmes, des fois mais en fait ils ne sont pas du tout les mêmes et que peut-être qu'ils sont plus proches d'autres personnes qu'ils ignoraient. Donc c'est ça aussi qu'on a envie de mettre en avant. Et toute la question de notre projet, ça a été cette question de l'horizontalité. Vivre l'horizontalité, c'est se dire que finalement,
quand on se rend à la plage, aujourd'hui, c'est rare qu'on se demande de dire ah ben, tiens, je vais dans la commune de... Qui sait sur quelle commune est la plage? On dit on va à la plage. Et on ne se demande pas si on va à la commune de... Voilà, on va à la plage. Ouais. La plage, c'est un endroit de vie, en fait. Donc ce vécu, cette horizontalité, elle est là, en fait. C'est de se dire qu'est-ce que c'est qui nous empêche de circuler dans nos têtes, qu'est-ce qui nous empêche de circuler sur un territoire, et comment un projet culturel, précisément, il va nommer toutes ces petites frontières invisibles, et il va essayer, par le travail des artistes, de dire regardez, c'est quoi un pas de côté? Et bien, c'est systématiquement quand j'ai passé la barrière, quand j'ai passé la frontière, quand j'ai fait la rencontre de quelqu'un que je n'avais pas prévu de rencontrer, ben ça c'est un authentique acte culturel, c'est un authentique acte artistique, et c'est ça qu'on va essayer de pousser. D'accord. Alors, on ne peut pas parler de diversité culturelle sans tourner vers Fanny encore, parce que dans le cadre de la capitale européenne de la culture, Montpellier 2028, vous avez porté un projet qui est quartier capitale. Donc, je ne sais pas si c'est capitale quartier, je ne sais pas, c'est à toi de nous dire. C'est quoi ce projet? Qu'est-ce que vous entendez faire dans le cadre de ce projet? Alors, on a vraiment essayé de jouer le jeu qu'est-ce qu'on a envie de porter avec cette candidature, et aussi dans le temps, en espérant que Montpellier 7 avance dans le cadre de la candidature. Notre idée, c'était de se dire, essayons d'impliquer du coup des quartiers populaires de cette géographie, de cette candidature, donc à Montpellier, mais aussi à Sète, à Lunel et peut-être dans d'autres communes, à travers des projets artistiques participatifs qui relient ces quartiers. Et comme je le disais, nous, on part du postulat, évidemment, la création artistique, on la défend, on l'accompagne dans nos actions, mais il faut aussi faire des allers-retours permanents entre nos cultures, nos identités multiples et cette création artistique. C'est aussi un de nos modes d'action de lier en permanence les territoires, les habitants et les artistes. Et du coup, voilà, on a eu envie, en première étape, parce qu'il s'agit d'une première étape qui nous mènera peut-être vers un ailleurs qu'on n'a pas envie de déterminer trop en avance, mais les premières étapes, c'était de se dire, on va ouvrir des temps de conviviaux dans différents quartiers de cette candidature, des banquets. Des banquets participatifs qui, d'abord, en premier lieu, valorisent les cultures culinaires, festives et solidaires de ces quartiers. Parce que pour nous, ça fait aussi partie de notre façon de nous réunir, et notamment notre façon aussi d'occuper l'espace public, notre façon de partager des temps festifs, de faire solidarité à l'échelle d'un quartier. Pour nous, ça fait partie aussi de la culture. Et donc voilà, c'était notre postulat de départ, à l'échelle de différents quartiers, ouvrir une réflexion sur qu'est-ce que ça serait Figuerolles comme quartier capitale. Qu'est-ce que ça serait... Pas-du-Loup, si Pas-du-Loup devenait un quartier capital, de quoi il s'agirait, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire. Et donc ces premiers temps, ils s'appuient sur les histoires de ces quartiers-là. On a ouvert le bal par le banquet libre de Figuerolles, qui est évidemment le quartier qu'on connaît bien puisqu'on y est bien implanté au mois de septembre. Et on a ouvert un banquet avec la participation d'artistes partenaires, avec la participation d'acteurs du territoire, où on s'est appuyé sur une histoire qui est celle de la commune libre de Figuerolles, qui est dans les années 50-60 un moment assez incroyable de projets qui ont été portés par une commune qui s'est déclarée autonome, avec des élections, etc., et qui ont mené pendant plus de 10-15 ans des actions dans l'espace public, des banquets, des carnavals et des actes de solidarité hyper importants. Donc voilà, là, à Figuerolles, c'était ça, notre premier banquet, c'était de s'appuyer sur cette histoire. Donc on a plongé dans les années 60, avec aussi des artistes qui nous ont aidés à travailler sur cette thématique-là, et puis on a invité les habitants à partager leur culture culinaire, qui était quand même le point d'entrée, un banquet partagé. Et plus loin, à travers aussi ces rencontres, interroger un peu cette question de qu'est-ce qu'on aurait envie de porter dans le cadre d'une candidature pour impliquer notre quartier dans cette candidature. Et donc l'idée, c'est qu'on va aller dans d'autres quartiers. Là, on va à l'île de Thau au mois de décembre. Donc dans des quartiers qu'on connaît moins. C'est un pari, c'est une première fois pour nous aussi. On est une jeune association, ça fait 5 ans qu'on est implanté dans le quartier Figuerolles-Gilly, et on développe
pas mal d'activités. C'est une association qui a pas mal grandi en 5 ans. Et là, on va dans d'autres quartiers et on fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire aller à la rencontre, en premier lieu, des structures partenaires. Voilà, on se dit, on va aller à l'île de Thou, on ne va pas faire un banquet seul de notre côté, ça n'a pas de sens. On va aller essayer de rencontrer les acteurs structurants, donc là, les centres sociaux, la médiathèque, plusieurs acteurs qui sont très impliqués dans le quartier. Et on va se dire à quoi il va ressembler notre banquet. Comment on implique les habitants, quels projets peuvent être valorisés, avec quel artiste on va travailler, parce qu'à chaque fois on repart un peu d'une page blanche. Et donc voilà, à travers cette première étape du quartier capitale qui sont ces banquets artistiques, participatifs, on a envie dans un premier temps de célébrer la culture et nos cultures culinaires festives qui font partie intégrante de la culture. D'accord, merci beaucoup. Je reviens envers vous aussi. On ne peut pas parler de tout ça sans parler de votre festival, Gypsy Bohème. C'est un grand festival qui réunit plusieurs cultures, qui célèbre plusieurs identités. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail? Le festival Mosaïque Gypsy Bohème, donc il est né il y a 2 ans, grâce, comme tu disais tout à l'heure, à des rencontres. La première rencontre, c'est avec Vincent Camaroc, qui gère l'altropisme, qui est un des acteurs majeurs de la ville pour la culture. Et il nous a ouvert les bras. Il nous a mis ses équipes à disposition, ses locaux, tout ça. Et on a pu monter ce festival d'une page blanche. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour valoriser cette culture aujourd'hui qui est un peu sous-estimée ou voire méprisée par certains. Donc on va monter un festival, mais pas que de musique. C'est-à-dire le but était là, c'était montrer toutes les facettes, d'où la mosaïque. Mosaïque gitane, c'était à Gypsy, c'était montrer toutes les facettes de cette culture, avec des expositions, des ateliers des arts métiers, des spectacles de danse, des spectacles de musique aussi, bien sûr, culinaires aussi. Donc montrer toute la palette de cette culture pour pouvoir la mettre en avant et pour pouvoir rappeler aussi les souffrances qu'a subi cette communauté durant les siècles, hein, donc avec, comme tout le monde sait, durant la Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Et de mettre en avant cette culture, comment? En ayant des spectacles de qualité. Parce que la culture pour tous et par tous, mais il ne faut pas que ce soit bradé non plus. Parce qu'on peut dire demain, allez, pour les quartiers populaires, on va faire de la culture cheap, et pour les beaux quartiers, on va faire de la culture haut de gamme, quoi. Et aujourd'hui, la culture, il ne faut plus que ça réserve à une élite, quoi. Donc il faut qu'elle soit réservée pour tout le monde, mais au même niveau, sans baisser de niveau. Donc c'était le pari. Donc on a fait venir des groupes d'Espagne, on a fait venir des groupes un peu partout en France, des exposants partout, toute la France, pour pouvoir présenter cette culture. Et ça nous a permis aussi, comme je disais, des rencontres, avec Vincent et avec la Cité des Arts de Montpellier, où on a mis en place un partenariat pour pouvoir justement célébrer cette culture et faire des cours de guitare gitane, qui n'existaient pas, même au niveau de la France. Il n'y a pas dans les conservatoires, il n'y a pas de cours de musique gitane. Et donc le pari était là. Donc on a rencontré le directeur, il a dit Banco, on fait des cours. Donc on a commencé par des cours de guitare au niveau de la Cité Gélie. Et là, cette année, on va faire un partenariat avec le Collège Foncarade pour amener la musique gitane dans le collège. Donc c'est aujourd'hui, c'est s'ouvrir au quartier pour pouvoir présenter toutes les palettes de cette culture. D'accord, merci. Alors on va faire ce qui est plus important parce que le temps vraiment nous presse. C'est qu'est-ce que ce titre de capitale européenne de la culture peut apporter aux quartiers populaires, parce que nous sommes vraiment implantés dans les quartiers populaires et la plupart des associations sont implantées dans ces quartiers. Qu'est-ce que ça peut vraiment apporter aux quartiers populaires? Je vous donne la parole. Je vais la céder immédiatement à mon excellent collaborateur. Avant de répondre à la question, je voudrais revenir sur ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure. Oui, allez-y, très rapidement. Ouais. En fait, aujourd'hui, l'association Musique Sans Frontières a changé de dénomination partant d'un constat. Okay. On a, de tout le temps qu'on a existé à la Payade, on était associés à nous sommes des musiciens professionnels. Donc, c'est-à-dire que ce que nous avons engagé et ce que nous mettons dans cette association procède du bénévolat. On le fait parce qu'on a la foi, parce qu'on croit que la culture doit être apportée à tout le monde. Les expériences que l'on a eues dans le monde nous ont permis de se dire que si on peut faire ça ailleurs, pourquoi ne pas faire ça dans le lieu où on vit? C'est ce qui a permis de créer l'association. Simplement, au cours des années, on nous a associés à des musiciens qui font venir d'autres musiciens. Okay. Et ce n'est pas du tout le propos de Musique Sans Frontières. Donc aujourd'hui, on s'appelle le Forum des Arts du Monde
parce que l'on voudrait faire connaître ce qui fait partie de la culture du monde. On voudrait pouvoir l'amener à la Payade, à la Mosson. Faire connaître la culture du monde, des 5 continents, de partout où on est passé, l'amener à la Mosson. Et c'est ça, c'est en ce sens qu'on est comme une passerelle. Pour répondre à la question de ce que ça peut apporter aux associations des quartiers populaires, je dirais que être une capitale culturelle européenne n'est pas juste, de mon point de vue, pas juste une question de culture. Je pense qu'il y a un aspect politique, un aspect économique, un aspect industriel. Il y a tous les aspects de la vie des hommes qui est, d'une manière ou d'une autre, qu'implique d'une manière ou d'une autre la démarche de Montpellier. Le résultat qu'a eu Marseille en tant que capitale culturelle du monde, on a pu observer on a constaté 2 choses principalement. Parce que Marseille n'était pas une ville culturelle jusqu'en 2013. Marseille n'était pas reconnue comme une ville où on allait pour des raisons culturelles. On ne découvrait pas Marseille en tant que touriste. Du fait que Marseille ait été capitale européenne de la culture, a, je pense, en quelques années, doublé et triplé même le nombre de visiteurs, de touristes à Marseille. C'est-à-dire que c'est un apport non négligeable. Ça a permis à toute la structure, à toute l'offre culturelle et artistique marseillaise de se faire connaître. Donc, selon vous, ça peut aussi permettre au secteur touristique, du tourisme de Montpellier aussi de... C'est-à-dire que par ricochet, le tourisme s'accroît, mais la conséquence, c'est que les artistes et l'offre culturelle de la ville ou de la métropole qui est labellisée, forcément se fait connaître. Les infrastructures culturelles peuvent en sortir bénéficiantes aussi. Oui. L'offre comment dire, la quantité d'offres culturelles peut en sortir gagnante aussi. Dans le quartier, particulièrement dans le quartier de la Mosson, il y a une chose que je voudrais faire remarquer, c'est que à la Mosson, ce n'est pas la quantité ou la qualité de l'offre qui fait défaut. L'offre existe, elle est multiple. Okay. Par contre, ce qui manque, je pense, de mon point de vue, c'est de créer une synergie, de créer un dynamisme d'ensemble, de créer un truc qui fasse que les acteurs culturels de la Payade et de la Mosson travaillent ensemble dans un même but et qu'il n'y ait pas de redites. C'est le constat que je fais de mon point de vue, que souvent il y a des redites dans le quartier de la Mosson en ce qui concerne l'offre culturelle. Et je pense que Montpellier, en tant que capitale européenne de la culture, peut aider à ça. Ça peut aider à créer ces synergies-là. Voilà. Alors, Didier Théran aussi est là. Et selon vous, qu'est-ce que ça peut apporter? Et vous êtes implanté dans un quartier populaire. Qu'est-ce que ça peut apporter à un quartier populaire, à tous les quartiers populaires, si Montpellier devenait la capitale européenne de la culture? Je reviens un petit peu sur ce que tu as dit. Oui, je pense qu'effectivement, c'est cette synergie qui n'existe pas ici. On voit très bien que c'est difficile, cette collaboration. Moi, j'ai un événement qui m'a beaucoup marqué ici, et j'y suis depuis longtemps, c'était la ZAT 2013. La ZAT 2013, on a mis des œuvres dans le quartier, dans le parc, on a fait découvrir la Mosson, qui est remarquable. C'est remarquable, la Mosson. Moi, on a des danseurs qui viennent de chorégraphie, qui viennent chez nous travailler. Ils arrivent chez nous et c'est génial, la Mosson, la Payade. Ils ne connaissent pas du tout. Ils ne viennent jamais ici. Ils peuvent jamais. Enfin, s'il y a pas, on ne les attire pas par quelque chose. Ils ne viennent pas, ils ne connaissent pas. Et je sais que la ZAD de 2013, ça a été un événement extrêmement réussi parce qu'il y avait des gens qui découvraient ce quartier, il y avait des œuvres qui étaient placées à l'extérieur, il y avait des gens qui n'étaient jamais en contact avec des œuvres artistiques qui tout d'un coup ils tombaient dessus. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Donc oui, Montpellier, capitale européenne de la culture, peut amener des œuvres dans le quartier, des synergies, des propositions qui n'existent pour l'instant pas trop, on va dire. Je connais bien Montpellier Danse, ne met pas les pieds
à la Mosson. C'est-à-dire pour ça qu'on a créé un festival à nous, où on essaie de, voilà, tant bien que mal d'ailleurs, à arriver à montrer des œuvres chorégraphiques, voilà, d'artistes. On montre des artistes, montrer des œuvres à des gens, à des jeunes, à des moins jeunes, et ça crée des rencontres, ça crée des choses incroyables, ça crée des... Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai vécu ça. Je vais vous dire, une fois, j'ai dansé, c'est amusant parce que au tout début de ma carrière, Jean-Paul Montanari, directeur de Montpellier Danse, mettait un plateau sur la comédie et on pouvait présenter des œuvres. Ok. Et une fois, j'ai présenté une œuvre là, et il y avait un groupe de personnes gitanes qui sont venues me voir après, qui m'ont dit, mais c'était quoi? C'était extraordinaire. Ben, voilà. Ouais. Et j'ai vu que ces femmes gitanes qui étaient là, elles avaient compris la danse que j'avais proposée, qui était d'ailleurs pas du tout une danse flamenco, quoi que ce soit. Hein. C'était vraiment une danse. Et elles ont... Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut créer. Il faut créer des chocs, des rencontres avec des jeunes, avec des musiques différentes. Parce qu'aujourd'hui, la danse peut travailler avec du rap. Ou c'est pas, la musique rap peut aller avec une danse tout à fait contemporaine et abstraite. Et ça va marcher. Et c'est intéressant. Il y a des gens on peut travailler avec ces choses-là, artistiquement. Et donc, c'est ça qu'il faut créer ici. Voilà. D'accord. J'espère qu'on va arriver à le créer. D'accord. Alors, Iltou, tu es artiste de quartier. Oui. Un titre comme Montpellier, capitale européenne de la culture, qu'est-ce que ça peut apporter aux artistes de quartier comme toi? Comme moi, je sais pas, pas grand-chose, mais une certaine grande visibilité pour la ville. Mais c'est déjà quelque chose. C'est bien. Après, voilà, faut pas qu'il y ait... Moi, j'ai pas envie de jeter un pavé dans la mare, ou j'ai pas envie de faire encore le vilain petit canard ou quoi que ce soit, mais quand on dit quartier populaire, on dit musique populaire, on dit rap. Le rap, la musique la plus écoutée. Moi, personnellement, en tant qu'artiste, je me sens pas plus écouté par les entités qui... Pourtant, je travaille à la Maison pour tous. Je suis pas plus écouté que ça. Ok. Il faut pas qu'il y ait une distorsion entre ce qu'on veut et ce qu'il y a aussi sur le territoire aussi. Et la base de la culture, c'est ça. C'est ce qu'a dit monsieur ainsi que Nicolas, c'est de s'unir et de travailler tous ensemble, main dans la main. Peu importe qu'on fasse du flamenco, qu'on fasse du rap ou qu'on fasse de la variété. Ouais. Peu importe. Après ce qui est certain, c'est qu'il y a la force du nombre. Voilà. Les jeunes, maintenant, ils sont tous bercés par le rap. C'est comme ça. Hein. Jules, il les a tous matrixés. Ceux qui streament les musiques qui streament le plus de nos jours, c'est le rap. Et voilà, après, moi, je connais tous les artistes de rap à Montpellier. Je veux dire tous, plus ou moins, qui soient plus ou moins médiatisés. Et on a tous le même constat. Moi, je suis le porte-parole un peu des rappeurs de Montpellier. On a tous le constat qu'on n'est pas plus écouté que ça. Okay. Voilà, moi, j'ai pas envie de jeter la pierre à personne. Je vise personne. Je dis juste que, voilà, je pense que, voilà, il y a un grand combat encore à mener. Je parle pour la culture en général, oui. Pour le rap en particulier. Mais voilà, c'est des choses qui se font. Après, moi, à mon échelle, j'essaie d'apporter ma plus-value du mieux que je peux. Encore une fois, sans vouloir... les choses, elles avancent. Elles avancent, c'est grâce, encore une fois, à M. Tabet Fetchi. Je passe un grand salam. Okay. Parce que, voilà, il a fallu qu'il... Bref, on ne va pas rentrer dans des histoires personnelles, mais voilà, il m'a beaucoup aidé. Et voilà, et dans l'ombre, il aide, malgré qu'il fasse des musiques du monde, Fetchi, il a toujours ouvert les portes au rap, et ça, je le remercie infiniment jusqu'à présent. Et voilà, il faut plus de personnes comme ça, là, avec cette même mentalité. D'accord, merci. En tout cas, on a bien compris que selon toi, tout ce que ça peut apporter pour des artistes de quartier, c'est un peu plus de visibilité, qui n'est pas... une visibilité qui n'est pas vraiment visible actuellement, elle n'est pas existante actuellement. Non, mais je ne dirais pas qu'elle n'est pas existante. Elle existe. Oui. Elle existe. Ok. Culture rap, hip-hop, elle a toujours existé, que ce soit la danse, le smurf, le rap, le freestyle, le slam, peu importe. Oui. Ça a toujours existé. Mais c'est pas très médiatisé, quoi. Voilà. Il n'y a pas un grand festival rap, pourtant j'ai fait des demandes, j'ai fait des trucs, on n'est pas plus écouté que ça. Nous, on demande qu'à. Après, voilà, j'ai pas envie encore, je vais pas donner de nom. Voilà, après, il y a des assos qui reçoivent des. J'ai pas envie de donner de nom encore une fois parce que j'ai tellement donné leur nom, j'ai tellement
J'ai tellement sali, parce qu'à la fin, c'est moi qui vais passer pour un haineux, alors que c'est pas du tout ça. Ouais. Mais voilà, il y a des assos qui sont disant rap, mais qui font rien pour le rap, ils font des trucs. Oui, c'est aussi, je pense que c'est l'objectif aussi de ces rencontres, de cette discussion, de cette émission, de dire des choses et pour qu'il y ait des changements. Ah, moi, je vais et le dire- directeur moi, je vais dire la artistique vérité, est ici. Peut-être qu'il prendra en compte vos doléances. Monsieur Nicolas, Moi, qu'est-ce que vous en pensez quand il dit tout ça? Fanny a parlé déjà ici d'avoir un quartier populaire comme étant la capitale de la culture, la capitale européenne de la culture, d'avoir les banlieues, et considérer aussi ces endroits qui ne sont pas vraiment privilégiés comme étant capitale de la culture. Quand vous voyez ces rêves, ces ambitions, qu'est-ce que ça vous dit? Je trouve que le point de départ, c'était de savoir si le projet allait raconter quelque chose à la population, en fait. Parce que c'est vrai que souvent, c'est tellement abstrait, c'est tellement gros qu'on a cette idée que pourquoi remuer autant d'énergie, pourquoi faire ça, alors qu'il pourrait y avoir, c'est le discours qu'on a entendu par ailleurs, il y a d'autres priorités, la guerre en Ukraine, l'inflation, blablabla. Donc on aurait pu avoir ça. Et ce qu'on a observé depuis quelques mois, c'est que finalement, je pense que les gens à Montpellier se rendent compte qu'un projet culturel peut être un projet qui facilite les autres projets. Et que quand on dit que la culture, c'est le social, c'est l'économie, c'est la mobilité, c'est tout un tas de choses qui composent la vie des gens, eh bien on peut se dire que ce qu'il nous faut peut-être prioritairement à Montpellier aujourd'hui, les infrastructures, on va considérer qu'on les a massivement, on les a. Il faut sans doute les rénover, il faut sans doute en rajouter quelques-unes à quelques endroits. Mais fondamentalement, on n'est pas en 1980 à se dire il va nous falloir un nouveau théâtre, un nouveau ceci, un nouveau cela. On a des infrastructures. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est cette question de la synergie, c'est ce manque de synergie. Il est criant peut-être dans ce quartier, mais en fait, nous, quand on s'est déplacé sur le territoire, on s'est rendu compte que c'était vrai partout. Que chacun travaille pour son association, pour sa discipline, pour son machin. Et donc, finalement, un des enjeux, ça a été de se dire, est-ce que ce qui est vrai pour la culture, ce ne serait pas vrai à côté? Aujourd'hui, quand on se pose la question, par exemple, de la politique des transports, est-ce qu'il n'y a pas un problème de politique des transports? Parce qu'à côté, il y avait le problème de la politique de la ville. Comment on construit la ville? Comment on construit des immeubles, etc. Donc tout ça, c'est une manière de penser, encore une fois, le maître mot, c'est la question de l'horizontalité. On espère que ce projet, il a pour but, et c'est ce que décrivait le projet Ademas, de mettre des gens autour de la table. Le banquet, c'est bien sûr, c'est une vieille référence à ce fantasme grec de on s'assoit autour d'une table et puis on va débattre tous ensemble. Et si en plus c'est agréable parce qu'on mange bien et qu'on peut partager un bon moment, ben c'est là qu'on débat le plus. Et que finalement, si les gens se cristallisent dans des moments un petit peu de conflictualité et qu'on arrive à détendre ça en disant abordons les vraies questions dans des bons moments qui sont plus conviviaux, mais sans se défausser de la réalité, ben on aura réussi quelque chose. Nous, le but, c'est ça, c'est que la parole circule, qu'on puisse se dire les choses un peu en vérité, et puis si ça améliore le quotidien des gens, ce sera tant mieux. Et voilà. Alors, Fanny, je ne t'ai pas du tout oublié. Tu vas toujours aussi donner ton point de vue sur ça. Et qu'est-ce que ce titre, capitale européenne de la culture, ça peut apporter aux quartiers populaires et à Figueroa et aux autres quartiers, selon toi? Moi, je partage vraiment l'avis du coup de tous les participants ici sur une problématique de synergie. Okay. Synergie des acteurs, synergie des territoires. Ça veut dire aussi les déplacements en tous sens, les déplacements géographiques des habitants, mais aussi les déplacements à l'intérieur de ce qui fait culture. Voilà, donc je partage complètement l'avis. En effet, ce n'est pas une problématique d'infrastructure aujourd'hui à Montpellier, c'est une problématique de synergie, de rencontre, de réussir à sortir aussi des crispations parfois dans lesquelles on est en tant qu'acteur culturel, parce qu'il faut quand même le dire, on souffre aussi tous à nos échelles, dans les toutes petites assos comme la nôtre, mais aussi dans les grandes institutions, et que parfois ces souffrances, elles nous empêchent d'aller un peu au-delà de nos projets propres. Et donc j'espère en effet, mais c'est un travail de long cours et il faut qu'on y mette tous du nôtre, que ça peut amener à dialoguer un peu plus. Voilà. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Gipsy Bohème, peut-être, quand Montpellier sera la capitale européenne de la culture, c'est encore une grande visibilité pour vous, non?
Vous ne pensez pas? Ben oui, la capitale européenne, c'est une lumière qui se fait sur les associations culturelles de la ville. Par exemple, nous, moi, je vais peut-être dévoiler un peu le teaser de la saison 3. On veut faire un hommage à Manita de Plata. Qui mieux que Manita de Plata aujourd'hui pour incarner cette culture de la ville de Montpellier et de Sète en plus. Il est né à Sète, il a vécu toute sa vie à Montpellier. Qui mieux que Manita pour présenter cette culture gitane? Il a fait le tour du monde, il a vendu 93 millions d'albums dans le monde. Aujourd'hui, ce sera le point d'orgue des expositions et de la musique qu'on va présenter. Donc, et aujourd'hui, moi, cette capitale culturelle, bon, c'est abstrait pour les quartiers populaires, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, dans les quartiers, personne, si vous parlez aux habitants des quartiers, Montpellier, capitale culturelle, ils ne sont pas au courant. Ils ne savent pas ce que ça va faire, c'est abstrait pour eux. Et aujourd'hui, comme je le dis, ce qui se fera pour nous, mais sans nous, se fera contre nous. Aujourd'hui, cette capitale culturelle doit englober les quartiers populaires parce que c'est là où se fait la culture. Aujourd'hui, ce stéréotype de la culture qui est réservé à une élite, il faut arrêter avec ça. Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice et je pense que c'est là où cette capitale aura du sens, quoi. D'accord, merci. Alors, je pense qu'on est presque à la fin de cette émission, mais monsieur Nicolas Dibro, je pense que un second appel à projet a été lancé. Comment on peut candidater à ça et quels sont les critères? Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Quels sont les objectifs? Alors oui, on a donc sur le site Montpellier, capitale européenne de la culture, sur Internet. Vous pouvez trouver le deuxième appel à projet. Il y en avait eu un à la fin du printemps et là il y en a un deuxième qui vient d'être publié. Concrètement, vous avez, je n'ai pas exactement les délais, mais quelques semaines pour candidater. Tout ça est parfaitement expliqué en ligne. On a essayé de préciser, c'est-à-dire que le but de ces projets, de l'appel à projet numéro 2, c'est vraiment de répondre à nos trois concepts et nos trois piliers. Nos trois concepts, c'est relier, acter et célébrer. Et nos trois piliers, il y en a un sur l'eau qui nous relie, le deuxième qui est la question du futur en série, comment on imagine le futur demain, et le troisième qui est autour de la question de la transition, qu'on a appelé trans point d'interrogation, et qui est sur toutes ces questions, transdisciplinarité, le transnational, etc., qui sont des grandes problématiques. Donc on a demandé aux acteurs de réfléchir à des projets qui peuvent s'inscrire dans nos piliers et dans nos axes artistiques. Tout est détaillé en ligne. On espère que la procédure est suffisamment claire. Il y a eu déjà beaucoup de gens qui avaient candidaté au numéro 1, donc on pense qu'il y en aura autant au numéro 2. Et puis, voilà, on aura des réponses qui, a priori, seront données dans le courant du mois de janvier, puisque les projets sont censés se dérouler toute l'année 2023. Parfait, parfait. Et on espère que les associations ici présentes vont aussi participer à cet appel à projet. Vous avez dit quelque chose, et c'est sur ça on va peut-être conclure cette émission. Vous avez parlé dans l'un de vos axes, vous avez dit quel avenir, quel monde de demain. Alors, je vais poser la question à tout le monde ici et vous allez vraiment devoir être bref. Monsieur Frédéric Tari, quel Montpellier de demain, de quel Montpellier de demain vous rêvez? D'ici 2028, quelle est votre vision, votre rêve de Montpellier? Je reprendrai le premier point qui a été énoncé par Nicolas. Pour moi, ce serait celui de la relation humaine. Et donc, tout ce qui peut être mis en œuvre de ce point de vue-là est bon à prendre. Parfait. Voilà. Et allez-y. Et moi, je vous dirais que la danse, c'est l'art du lien. Wow. La danse, c'est l'art du lien. Voilà, je sais simplement dire ça parce que c'est la définition de la danse, c'est ça, c'est l'art du lien. C'est donc la danse met en relation les gens et je crois, oui, je crois beaucoup que cette ville, qui est une ville du corps historiquement, avec la médecine, poursuive ce lien avec le corps et que le corps peut apporter beaucoup de choses. C'est nous, le corps, c'est nous. Voilà, même jusque je suis très heureux d'écouter aujourd'hui des projets comme celui d'Ademas sur la nourriture. C'est encore une histoire avec le corps. C'est encore une histoire de plaisir du corps qui. Ça, c'est fort. Voilà. Bon, c'était trop long. La prochaine fois, peut-être. Ouais, c'est Montpellier. Enfin, mon avis, ce serait que Montpellier, que les artistes de Montpellier rayonnent dans le monde, quoi. Dire qu'on parle de quelqu'un, un artiste qui vient de New York, ça fait envie. Pourquoi, quand on dit un artiste qui vient de Montpellier, ça devrait pouvoir faire envie, quoi. D'accord.
Alors, Iltou, tu rêves, de quel Montpellier tu rêves d'ici 2028? Sans vouloir aller dans les grandes lignes ou j'en sais rien, il a rappelé Mister Dance qu'en 2013, c'était la ZAT, c'est ça? C'était un bel événement, c'était magnifique, j'en garde un bon souvenir. Oui. Mais derrière, certes les ZAT elles se font ailleurs, mais il y a quelque chose qui se fait. Bon là, je ne veux pas être le porte-parole des Payadins, mais il y en a trop de monde qui sont venus me voir. La fête de la musique, elle en est où? Chaque année, c'est moi quand on parle culture, on parle souvenir, on parle enfance. Ouais. Moi, j'ai le souvenir de la fête de la musique. La fête de la musique, c'était 3 axes principaux. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 jeunes qui ont fait la même chose, Capla, 2 jeunes prunes. Et on mettait donc de la musique, c'était Rai et Charbi. C'était un peu pour la communauté un peu maghrébine ou africaine, peu importe. Ensuite, il y avait de la musique andalouse. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était à l'époque et tout ça. Et on finissait par entre guillemets, par le rap. C'est un peu musique plus jeunes. Faites de la musique à Payade, ça fait un moment que... Donc c'est une question que je pose. Voilà, c'est les Payadins qui me la posent. Tu rêves d'une fête de la musique, c'est ça? Je rêve d'un Montpellier plus unifié. Je rêve d'un Montpellier plus à l'écoute, avec de plus en plus d'événements. Et voilà, mais après, voilà, sans vouloir... culture, c'est un grand mot, la culture. Hein. Ça englobe tellement de choses. Beaucoup de choses, ouais. Et des fois, il y en a, ils en parlent. Je vais conclure sur une blague. La culture, c'est comme la confiture. Hein. Moins en a, plus tu l'étales. Allez, monsieur Hernandez, selon vous, c'est quoi votre rêve de demain, votre rêve de Montpellier d'ici 2028? Mais mon rêve à moi, c'est que la mixité sociale et culturelle ne soit pas que des mots, mais soit une vraie réalité. Aujourd'hui, tout le monde parle de mixité sociale et culturelle, mais dans les faits, nos quartiers, il n'y a pas trop de mixité. Ouais. Et donc ça, tous les politiques qui sont cassés les dents dessus, on veut de la mixité sociale, culturelle, mais en réalité, malheureusement, les quartiers restent toujours les quartiers. Communautarisés, hein, chaque quartier a sa communauté en grosse partie. Donc et ce rêve, c'est ça, cette vraie mixité sociale et culturelle. Et comme on dit chez nous, la musique c'est un remède. Hein. Donc quand tu es malade, tu écoutes de la musique, ça va mieux, quoi. Allez Fanny, à toi de terminer. Je pense que le concept de mixité sociale, c'est quelque chose qui vous tient à cœur chez vous au niveau des ADEMAS. Mais c'est de quel monde vous rêvez? Quel monde vous rêvez demain? Du coup, j'avais envie de dire peut-être de cette culture qui... On utilise cette phrase des fois, qui nous ressemble, mais qui nous rassemble. Et c'est un peu l'aller-retour qu'on fait en permanence quand on travaille sur l'interculturalité. Évidemment, l'identité, qu'est-ce qu'on est, ne pas la nier, valoriser la diversité culturelle, et en même temps qui nous rassemble, parce que la culture, c'est aussi les allers-retours vers l'ailleurs, la découverte, et que voilà, c'est ces 2 points de tension permanente et qui devraient faire la réussite des projets culturels. C'est toujours ces allers-retours, en fait. Voilà. D'accord. En tout cas, merci à vous. J'espère que monsieur Nicolas Dibour a vraiment écouté, a noté les choses importantes pour les associations basées au quartier populaire, et que vous allez réagir dans ce sens pour que Montpellier peut-être devienne la capitale européenne de la culture. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous rappelle que l'émission était en direct sur la page Facebook de Kaina TV. Elle sera aussi disponible sur toutes les plateformes de Kaina. Et vous pouvez nous suivre et nous donner vos avis aussi. Comme ça, je pense que M. Nicolas va noter tout ça. Alors, c'est l'occasion pour nous de dire merci à tous nos partenaires, la ville de Montpellier et la métropole, et bien évidemment à toute l'équipe de Montpellier 2028. Merci à nos invités. Vous avez été tous intéressants dans vos différentes interventions. Merci à M. Frédéric Tari. Merci à M. Nicolas Dibour, directeur artistique de Montpellier 2023. Merci aussi à Bénid Foucault. Vous êtes venu avec M. Frédéric Tari. Merci à Eltou, l'artiste de quartier, notre rappeur préféré ici à la Payade. Merci à tous. Merci à Fanny Anjalbert. Ça a été vraiment un véritable plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à Stéphane Hernandez. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à Lidé Théron. En tout cas, j'espère que tu vas m'inviter à venir danser parce que je compte venir danser. Ça fait vraiment plaisir.
Une pensée spéciale à tous nos reporters citoyens numériques de Kaina TV. Merci à Nora, Johanna, Pierre, Imen. Merci à Emma, à Ouria et à Hamza. Merci aussi à Sami Torki qui nous a prêté la main. Merci à notre directeur, M. Akli Aliouat, et notre spécial chargé de projet, Célia Ojro. Apparemment, il te fait venir avec une équipe aussi. On vous fait aussi un spécial coucou. Alors, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.